Alors bonjour à toutes et à tous, il est midi, je propose que l'on commence. Enchantée de vous voir en si grand nombre dès midi. J'imagine qu'il y a quelques autres personnes qui vont se connecter. Mon nom c'est Sarah, je suis infirmière et je travaille avec le projet Better depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et je m'occupe des communications. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nadine. Nadine Taleb, qui est médecin endocrinologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et à la clinique de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Également, elle est aussi directrice de la clinique des jeunes adultes vivant avec le diabète du Centre d'expertise de diabète du CHUM. Elle est professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal et chercheuse clinicienne pour l'axe cardio-métabolique du Centre de recherche du CRCHUM. Elle a participé et publié plusieurs études sur la gestion du diabète de type 1, en fait, en particulier sur la prévention et le traitement de l'hypoglycémie en lien avec la technologie. Et son programme de recherche actuel porte sur la question de l'hétérogénéité, excusez-moi, du diabète, incluant les phénotypes et présentations atypiques de diabète auto-immun chez l'adulte, donc le diabète que vous connaissez peut-être sous le nom de diabète LADA, qui arrive donc souvent plus tard dans la vie et qui ressemble quand même très fortement à du diabète de type 1. D'ailleurs, il rentre dans cette catégorie. Ce programme cherche à mieux classer les sous-types de diabète auto-immun, améliorer les stratégies de dépistage et comprendre les risques respectifs de développer des complications aiguës, chroniques, et d'explorer des stratégies également de prise en charge personnalisée pour essayer de préserver la fonction des cellules bêta le plus longtemps possible. Donc ça, c'est pour te présenter, Nadine. Mais aujourd'hui, tu viens pas nous parler de diabète LADA ou d'autres formes de diabète. Tu viens nous parler de santé sexuelle et de diabète de type 1. Alors, pour expliquer un petit peu, en fait, cette présentation, elle a été donnée en anglais par Dr. Alice Cheng. Mais comme Alice Cheng ne parle pas couramment le français, nous avons nous avons appelé à l'aide Nadine pour vous offrir aujourd'hui cette présentation qui promet d'être riche et très intéressante. Je trouve que c'est un sujet qu'on aborde peu et je pense que je serais curieuse de savoir combien d'entre vous ont déjà abordé cette question avec leur endocrinologue ou leur équipe de soins. Mais voilà, on va en savoir plus, ça c'est sûr. Sur ce, je vais te laisser la parole, Nadine, et je vais revenir à la fin pour les questions-réponses. Alors, on prendra un moment à la fin de la présentation pour répondre à vos questions si vous en avez. On ne peut pas donner la parole en direct. Alors, si vous avez des questions, il faudra les poser via le Q&A du Zoom ou Q&A. C'est ça, et on les posera à Nadine à la fin pour voir les réponses. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne présentation et je te donne le micro, Nadine. À ton... Merci Sarah. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc c'est un sujet très intéressant, très pertinent et j'avoue que c'est rarement qu'on va aller demander cette question en clinique à nos patients, mais ça reste un des aspects très importants aussi de la vie de tout le monde là. Vraiment, je vous encourage à en parler de plus en plus pendant vos visites cliniques si vous avez des questions là-dessus. Comme Sarah vient de le dire, c'est une présentation qui est vraiment basée sur celle de Dr. Alice Cheng, qui est basée à Toronto. On a un peu traduit sa présentation et c'est pas mal le même contenu. Alors, sans trop tarder, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? C'est vraiment, on va aborder un petit peu ensemble, c'est quoi les sujets à discuter avec votre partenaire. Puis on va couvrir un peu la dysfonction sexuelle masculine et féminine et regarder un petit peu survol sur les effets des hormones sur le diabète. Donc les hormones on s'entend sexuelles. Alors, pour commencer, alors, la question qu'on se pose quand on vit avec un diabète de type 1, c'est, je souhaite avoir des relations sexuelles. Comment dois-je m'y préparer? Alors, c'est quoi qu'on doit faire en fait pour bien se préparer? Il y a quand même une petite liste de vérifications qu'on vous suggère et qu'on vous conseille de suivre.
première chose, la chose la plus importante, c'est vraiment parlez-en à votre partenaire. Donc, être très clair sur les étapes, les attentes, qu'est-ce qui peut arriver qui est lié au diabète de type 1 pendant la relation sexuelle. Donc, ça, c'est des choses importantes à bien parler. Ça peut aussi être un petit peu différent selon le type de thérapie que vous suivez. Donc, est-ce que c'est des injections d'insuline ou bien c'est une pompe d'insuline que vous êtes en train d'avoir comme traitement? Et il faut toujours penser un petit peu à l'acte sexuel que ça peut mettre la personne à risque d'hypoglycémie. Donc, un peu, c'est comme l'exercice. C'est très équivalent à un exercice. Alors, ce que vous pouvez comme prévoir quand vous allez avoir une activité physique quelconque, c'est un petit peu ce que aussi il va falloir prévoir avec les relations sexuelles. Un troisième aspect qui est aussi très important, c'est toujours de parler et de penser à la contraception. Euh, on s'entend, c'est aussi surtout pour les femmes qui sont pas prêtes, disons, pour tomber enceinte et aussi le partenaire. Donc, si c'est une personne, c'est un mâle qui vit avec le diabète de type 1. Donc, tout ce sujet doit être aussi très bien clarifié, très bien parlé avec le partenaire. Alors, un des sujets très, très importants aussi, c'est surtout, donc, avec les injections, c'est vraiment, il y a pas beaucoup de questions qui se posent. Il va falloir vraiment regarder probablement le contrôle glycémique, la valeur de la glycémie, prendre une collation avant si on est avec une valeur basse. Euh, la question qui se pose pour les personnes qui sont sous pompe à insuline, c'est est-ce que on garde la pompe ou bien on va retirer la pompe pendant les rapports sexuels? Donc ça, c'était en fait une question qui était prévue, mais on n'a pas la possibilité d'avoir des réponses, mais un petit peu pour vous y pensiez. Donc, est-ce que je peux garder ma pompe? Est-ce que je vais l'éteindre? Est-ce que cela dépend du scénario? Peut-être que ça s'applique à moi si j'ai le pod comme la pompe Omnipod qui est sans tubulure. Je traverserai ce pont quand j'y arriverai. Donc, peut-être tous, vous avez des réponses différentes à cette question, dépendamment de votre condition. Mais juste aussi pour vous dire, donc ça c'est un article qui est apparu dans Diabetes UK, donc en, en Angleterre. Euh, alors, c'est quand même pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'important. Donc, c'est un aspect à ne pas prendre au léger parce qu'il y en a beaucoup de choses à prévoir en fait quand on a une pompe à insuline et on voit qu'il était apparu comme des articles aussi vulgarisés pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 sous pompe. Alors, c'est quoi les recommandations qui ont été un petit peu, c'est tiré de cet article, les recommandations qui ont été présentées à l'ensemble de la population qui vit avec le diabète de type 1 sous pompe. Les conseils, c'était vraiment retirer la pompe à insuline. Donc, on peut retirer notre pompe à insuline avant d'avoir des relations sexuelles. C'est une option assez courante. Mais la recommandation, et donc c'est avec diabète du Royaume-Uni, mais ça s'applique aussi pareillement à nous aussi. Donc, c'est de ne pas rester déconnecté de la pompe pour plus qu'une heure. Donc, une heure, c'est le maximum qu'on conseille parce que sinon, ce qu'il peut y avoir quand on est déconnecté, c'est qu'on va avoir des taux de glucose très élevés dans le sang et dans ce cas-là, donc aussi, si jamais on enlève la pompe aussi, il faut prévoir de faire un test de glycémie avant et après les rapports pour voir un petit peu estimer qu'est-ce que ça a un impact sur notre glycémie et avoir comment, pour les prochaines fois, comment on peut vraiment ajuster notre gestion de diabète. Alors, l'autre option sera, on peut laisser la pompe en place, mais qu'est-ce qu'il faut considérer? À quoi doit-on penser quand on laisse la pompe en place? C'est vraiment l'attention à ne pas tirer brusquement sur le tube. Si vous désirez garder la pompe, traitez l'activité sexuelle, comme on a dit, comme un exercice physique et soyez vigilant à l'hypoglycémie. Donc aussi, il faut changer, peut-être si vous avez un débit basal temporaire qui est lié à vos activités physiques, peut-être il faut aussi l'utiliser pendant l'acte sexuel. Et donc aussi parfois, si on a besoin d'avoir, comme on a dit, une petite collation avant de commencer pour éviter que la glycémie ne baisse trop.
aussi, donc, je vous conseille d'aller voir. Donc, c'est en fait un site, mais qui est assez intéressant. C'est un groupe, en fait, qui est sans but lucratif. Ça s'appelle Beyond Type 1. C'est pas, donc, c'est international, mais c'est pas, c'est juste en anglais, c'est pas en français. Mais il y en a beaucoup de ressources, de sujets qui sont abordés avec sur le type 1, dont un des sujets qui a été aussi abordé, c'était Let's Talk About Sex, donc parlons-y de l'acte sexuel. Et en fait, Dr. Chang a tiré quelques petites citations des patients par rapport à leur expérience avec l'acte sexuel. Donc, on aimerait partager ça avec vous parce que quand même, on trouvait ça pertinent. Donc, ça, c'est une Oli qui a 22 ans, diagnostiquée à l'âge de 3 ans. Donc, si je veux que ma pompe ne me gêne pas, je la cite, je porte un bandeau, soit au bras, soit à la taille pour glisser ma pompe et cela semble bien fonctionner. Sinon, elle se balade simplement dans le lit. Nous avons eu une longue et honnête discussion à ce sujet avant notre premier rapport sexuel. Donc, ça, c'est vraiment très important. Tout autour de ce qu'il faut faire si je tombe en hypose, si mon cathéter est arraché, où nous devons mettre ma pompe, que faire si nous en mêlons, etc. C'était la meilleure chose que nous aurions pu faire car lorsque nous sommes arrivés à ces situations, nous savions quoi faire. Alors, passons à une autre citation de Liv qui nous dit à 100% pour la pompe en dehors du lit. C'est une personne qui n'aime pas avoir sa pompe sur elle. Où l'attacheriez-vous? Lorsque la pompe touche la table de nuit, vous savez que la magie est sur le point d'opérer, etc. Alors, une autre personne aussi, on a Michael, qui a 22 ans, qui dit, même si je m'amuse et que je veux me détendre, mes premières pensées sont toujours, fais attention à la pompe, fais attention au CGM, donc on garde ça toujours à l'arrière. Il y a un certain niveau de conscience innée, selon Michael, qu'il garde en tout temps. Là, c'est quand même une citation de Mallory, 24 ans, diagnostiquée à l'âge de 7 ans. Donc, c'était la première fois que je me trouvais au lit avec un nouveau mec que je voyais environ une demi-heure plus tard. J'ai entendu la voix de ma mère appeler mon nom depuis la fenêtre de ma chambre. Alors, ma glycémie était basse, mais mon téléphone était en mode silencieux et je n'entendais pas les alertes de mon CGM ni ses appels. Alors, elle est venue me voir. Alors, j'ai rapidement enfilé des vêtements pour aller lui parler, mais le temps que j'ouvre ma porte, elle était déjà retournée sur sa voiture. Heureusement, mon compagnon a été très gentil à ce sujet, mais il va sans dire que ce fut l'un des moments les plus gênants de ma vie de personne vivant avec le diabète de type 1. Donc, j'imagine, vous pouvez vous identifier avec une ou l'autre expérience de ces personnes, mais ça démontre aussi à quel point les conseils qu'on donne vraiment, c'est que discuter avec le partenaire, prévoir les choses, la bonne planification et sont des étapes qui peuvent être très importantes et pour l'acte sexuel. Alors, passons maintenant au deuxième point sur notre agenda qui est la dysfonction sexuelle chez l'homme. Donc, à quoi est due la dysfonction sexuelle chez l'homme? Souvent, c'est vraiment à des faibles taux de testostérone. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont estimés. On estime 30 à 40% en diabète de type 2, 14% en diabète de type 1. Il faut savoir que ça reste des chiffres qui sont pas à 100% précis là. Donc, c'est vraiment des rapports, des quelques études et tout. On manque des données assez objectives en tant que statistiques. Mais aussi, il faut garder en tête, par exemple, le 30 à 40% en DT2. Souvent, c'est aussi, il y a en fait, éléments sous-jacents qui pourraient expliquer, comme l'obésité, parce que c'est aussi en diabète de 2 qui peut se trouver le surpoids, ça peut augmenter le taux d'estrogène chez les hommes, donc ça peut contribuer, ou bien parfois d'autres maladies cardiovasculaires qui sont sous-jacentes. Euh, en tant que trouble de l'éjaculation, on estime 32 à 67%. Donc aussi, c'est des chiffres à prendre avec un grain de sel. La dysfonction érectile, 34 à 45%. Mais c'est souvent aussi, c'est l'âge et le facteur le plus important. Donc, les personnes les plus âgées vont avoir ces chiffres un peu plus élevés. Mais comme on a dit aussi, il y en a toujours d'autres aussi facteurs sous-jacents à considérer comme le taux de glycémie, la tension artérielle, le taux de cholestérol,
le statut de tabac chez la personne ou la présence aussi d'obésité ou surpoids important. Alors ça, c'est en général les causes, ou en fait pas les causes, mais les formes qu'on peut avoir aussi pour la dysfonction sexuelle chez l'homme. Alors, si on parle un petit peu, on passe au faible taux de testostérone. Donc, qu'est-ce que ça pourrait causer? Donc, ça peut causer une baisse de libido, une dysfonction érectile. Juste garder en tête la dysfonction érectile, on va en parler plus tard. Donc, elle dépend de plusieurs facteurs. Mais une des possibilités de la dysfonction érectile, c'est quand on a des taux de testostérone qui sont faibles. Et en fait aussi, elle peut entraîner, quand on a des faibles taux de testostérone, ça peut entraîner diminution de la motivation et de la masse musculaire qui est aussi réduite. Donc, s'il y en a quoi que ce soit de ces trois problèmes, donc faible libido, dysfonction érectile ou motivation, masse musculaire réduite, parlez-en à votre médecin et faire une prise de sang. Donc souvent, le médecin, quand il va évaluer, c'est ça, on va commencer quand même avec un dosage de testostérone. À savoir que naturellement, on a ce qu'on appelle le cycle circadien des sécrétions des hormones. Donc ça s'applique à beaucoup d'hormones, dont le testostérone, la testostérone. Donc ce qui arrive, c'est que on a la plus haute valeur de testostérone. Le pic, c'est un petit peu vers le matin, puis ça descend un petit peu pendant la journée. Donc si on veut vraiment bien interpréter le dosage ou bien la valeur, la concentration de testostérone dans le sang, c'est mieux d'avoir une valeur le matin, idéalement vers 8 heures du matin. Certaines données aussi démontrent que c'est mieux que ce soit à jeun qu'après un repas. Donc là, de plus en plus, on les fait aussi à jeun. Alors, c'est un élément important à considérer quand on fait le dosage de testostérone. Puis, votre médecin va évaluer, en fait, la cause du manque de testostérone. Ça pourrait être causé par plusieurs facteurs. Donc, si on vraiment, on va documenter qu'il y a une baisse de testostérone et d'habitude, on recommande de répéter ce dosage 2 fois, au moins, avec des valeurs basses. Et là, on considère que la personne a un manque de testostérone. La raison pour le manque de testostérone, ça peut être à 2 niveaux hormonaux. Donc, soit c'est la glande centrale qui va aller donner l'ordre avec certaines hormones aux testicules pour sécréter le testostérone, ou ça peut être primaire, donc on appelle ça au niveau des testicules qui ne sécrètent pas autant ou qui ne produisent pas autant de testostérone. Donc, selon le bilan sanguin, le médecin pourrait dire c'est quoi la cause. Est-ce que c'est central ou c'est au niveau des testicules? Et selon la cause, donc selon si c'est central ou on peut aller voir c'est quoi les causes. Donc, si c'est central, parfois c'est des petites tumeurs, c'est pas cancéreux, mais c'est des petites tumeurs qui pourraient être dans la glande hypophyse. Donc, ça, c'est la glande centrale au niveau à la base du cerveau. Comme j'ai dit, d'habitude, c'est des tumeurs bénignes, mais qui peuvent, si elle est présente, faire de la compression sur les cellules qui sécrètent les hormones sexuelles. Et donc là, ça va causer une baisse de testostérone. Ou parfois, on a certaines petites, on appelle ça microprolactinome ou macroprolactinome. Donc, une petite tumeur qui sécrète une autre hormone qui s'appelle prolactine. Et cette hormone pourrait baisser aussi la sécrétion de la testostérone. Au niveau primaire, donc au niveau des testicules, parfois c'est des traumas, au niveau des testiculaires ou bien des infections comme les oreillons qui pourraient aussi parfois il y en a des causes génétiques, mais ça vient vraiment avec d'autres constellations, d'autres symptômes. Donc d'habitude, votre médecin devrait être capable de vous guider là-dessus. Alors, si on prouve qu'il y a un manque de testostérone, puis le médecin fait tout ce qu'il faut là pour voir c'est quoi la cause et tout, quand même, ce qu'on fait, c'est un traitement par remplacement. Donc, on remplace avec le testostérone. Et il y en a, comme vous voyez dans cette diapo, il y en a plusieurs formes de testostérone qu'on peut utiliser, soit en pilule, soit en injection, soit nasale, soit comme un gel, ou bien aussi sous les aisselles.
Alors, il faut savoir que la forme la plus efficace qu'on trouve et la plus bonne à utiliser d'habitude dans notre pratique clinique, c'est les injections. C'est une injection qui pourrait se prendre une fois par semaine ou aux 2 semaines. C'est une injection sous-cutanée, donc c'est la même injection qu'on utilise aussi pour les insulines, donc la même manière d'injection. Et puis, en fait, donc, on fait des dosages assez rapprochés une fois qu'on commence la dose pour arriver à pour ramener la personne dans les valeurs normales de la testostérone pour son âge. L'androgel, il est aussi très utilisé. Ça, c'est une application une fois par jour et on peut aussi augmenter et diminuer les doses. La forme orale, donc pilule, on l'utilise presque pas parce qu'elle n'est pas très efficace. Il y a beaucoup de variabilité. Il y a certaines formules aussi qui ont une certaine toxicité hépatique au niveau du foie, donc on les utilise pas. Le nasal et sous les aisselles, c'est quand même des formes c'est assez dispendieux. Donc, souvent, on est vraiment soit les injections, soit les androgènes dans notre pratique courante. Alors, ça, c'est pour le remplacement de la testostérone quand elle est manquante. Là, il y a une dysfonction érectile, mais le dosage de la testostérone est dans la normale, ça peut être causé par d'autres facteurs de risque. Donc, souvent, c'est un problème de circulation, de cholestérol, comme on a dit, de l'obésité, d'autres facteurs qui sont en train d'agir pour diminuer la fonction érectile. Dans ce cas-là, aussi, il faut en parler à votre médecin pour faire le nécessaire et demander le bilan nécessaire. Et par la suite, il faut contrôler les facteurs de risque, donc que ce soit la pression artérielle ou bien de s'assurer que la circulation elle est très bonne dans la région. Les traitements, vous avez entendu parler, j'imagine, du Viagra, du Cialis. Il y a des formes qui se utilisent juste avant. La Levitra, on l'utilise moins, c'est surtout la Viagra et la Cialis. Et vraiment, c'est des pilules, soit avant le rapport sexuel, 2 heures avant, ou bien la Cialis, il y a aussi la forme qui est quotidienne, donc à chaque jour qu'on peut prendre. Si ces pilules ne fonctionnent pas, il y en a quand même d'autres méthodes. C'est souvent, parfois, il va falloir quand même se consulter dans des cliniques, soit urologie parfois, certains urologues peuvent aider dans ce sens-là, mais c'est surtout aussi avec des cliniques de santé sexuelle. Et il y en a des utilisations d'injections ou de gel ou de pompe à vacuum pour aider avec l'érection. Donc ça, c'est des options aussi à explorer au besoin. Alors, passons maintenant à la dysfonction sexuelle chez la femme. Et c'est un peu plus compliqué. Donc, on va voir un petit peu il y en a un petit peu 3 phases du cycle de réponse sexuelle chez la femme. Donc, il y en a l'étape de désir, l'excitation et puis l'orgasme. Et on peut avoir des dysfonctions à chacune ou à plusieurs de ces phases. Alors, les chiffres qu'on a quand même, c'est assez variable. De 35 à 71 des femmes atteintes de diabète de type 1, 42% de diabète de type 2. Mais il faut savoir que quand même, c'est assez fréquent dans la population en général. Donc, c'est des chiffres quand même qui s'approchent de la population en général. C'est pas beaucoup plus important chez les femmes avec le diabète. Donc, c'est un problème en fait assez prévalent aussi chez chez les femmes qui n'ont pas le diabète. Alors, comment on voit la dysfonction sexuelle féminine? Donc, il y en a 4 types de troubles qui peuvent être présents. Ces troubles du désir sexuel hypoactif. J'ai mis l'acronyme en anglais parce que si vous regardez la littérature, vous allez trouver ça aussi souvent, le HSDD. Donc, c'est vraiment trouble désir sexuel hypoactif, mais en anglais. Le trouble de l'excitation féminine. Donc, vous vous rappelez les 3 phases dont on a parlé. Trouble orgasmique féminin ou bien trouble de dyspareunie. Donc, ça veut dire la douleur pendant l'acte sexuel. Donc, il y en a tous ces troubles qui peuvent arriver. Donc, on va parler un petit peu de chacun de ces troubles. Alors, pour le trouble du désir sexuel hypoactif, c'est vraiment comment on le définit ou bien comment on pose le diagnostic du HSDD. Donc, c'est l'absence de fantasme sexuel, l'absence de désir d'activité sexuelle, mais surtout, en fait, on a besoin de ce critère pour poser le diagnostic. Si ces absences causent une détresse personnelle significative, donc
parfois, c'est des personnes qui n'ont pas l'absence, mais ça la dérange pas, elle vit normalement. Donc, il faut avoir une certaine détresse personnelle significative. Et quand même, c'est au début des années 2000 qu'on a introduit ou bien qu'on a mis ce diagnostic médical, en fait, parce qu'il y avait toujours un peu de, c'était vague, comment le définir et tout ça. Donc, c'est tout récent qu'on a une définition claire, cliniquement parlant. Et il faut avoir une durée d'un minimum de 6 mois parce qu'on s'entend, il y en a des phases dans la vie. Donc, si c'est quelque chose qui traîne depuis un minimum de 6 mois, ça veut dire probablement on a une personne qui souffre du trouble du désir sexuel hypoactif. Là, je vous montre un petit peu. Donc, c'est un questionnaire de dépistage. J'ai essayé de trouver si on a une version, en fait, qui est validée en français. J'ai pas trouvé. Si jamais je le trouve, on pourra le remettre sur Better. Mais c'est vraiment, il faut avoir. Donc, vous voyez, il y en a des questions à répondre. Et c'est un outil de dépistage pour le trouble du désir sexuel hypoactif. Et d'habitude, on doit avoir répondu avec un oui aux 4 premières questions et avec un non pour tous les autres facteurs, donc qui pourraient aussi expliquer la dysfonction sexuelle. Alors, si on passe maintenant au libido féminin, donc le deuxième trouble, c'est vraiment là que ça devient encore beaucoup plus compliqué. Je m'excuse. Donc, c'est un petit peu comme un poste, comparez ça comme un poste de pilotage. Donc, voyez-vous, tous les boutons, toutes les manettes et tout. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs sous-jacents. Il y a des facteurs biologiques, il y a le facteur social, il y a psychologique et il y a le contextuel, en fait, du rapport sexuel aussi. Donc, tout ça, ça rend les choses un peu plus difficiles à bien, disons, dire c'est quoi la cause de la diminution du libido féminin. Donc, ça reste un petit peu difficile à bien cibler. Alors que d'habitude, chez le libido masculin, c'est beaucoup plus c'est un petit peu une simplification, mais un peu c'est on-off. Mais dans le cas du libido féminin, souvent, on ne peut pas vraiment très savoir, comprendre lequel des facteurs est le dominant ou bien qu'est-ce qui cause vraiment la diminution du libido masculin, féminin. Alors, on passe aux troubles de désir sexuel hypoactif en contexte de diabète. Aussi, il faut savoir que ça peut être dû à une athérosclérose, donc circulation réduite. Ça peut aussi être causé par une neuropathie. Donc, on sait que la diminution des sensations, la neuropathie chez une personne qui vit avec le diabète pourrait avoir aussi un impact sur la survenue de ce trouble. L'hyperglycémie aussi, ça peut causer par exemple une sécheresse. Donc, on en manque de lubrification pour diminuer aussi pour augmenter le confort. Et aussi, quand on a une hyperglycémie importante, ça peut causer parfois des infections à répétition à levure, donc des vaginites et tout ça. Et tout cela peut aussi rendre l'acte sexuel un peu moins plaisance qui aussi va comme ajouter à ce trouble de désir sexuel hypoactif. Chez les femmes aussi, il y a un élément qui est comme aussi à prendre en considération et c'est vraiment l'image corporelle, donc l'image de soi pendant l'acte sexuel aussi qui pourrait avoir un impact sur le développement de ce trouble. Et aussi la peur de l'hypoglycémie, ça c'est aussi un facteur très important contributif à la survenue de ce trouble. Autre facteur aussi, dépression, anxiété et certains médicaments. Donc, j'en cite surtout, c'est des médicaments, pas l'insuline, donc pas le traitement pour le diabète comme tel, mais pour les autres facteurs de risque, ou bien, par exemple, chez une personne un peu âgée qui a des maladies, des médicaments pour la protection cardiovasculaire, certains bêta-bloqueurs, par exemple, ou autres médicaments pour le cœur qui pourraient un petit peu aussi ajouter ou bien être un facteur contributif au trouble du désir sexuel hypoactif. Alors, quoi faire? Surtout, faut parler à votre médecin. Donc, il y en a une étude qui a démontré que 72% des femmes souhaitent parler à leur médecin, mais qu'en même temps, 73%, donc à peu près le même pourcentage, elles préfèrent que ce soit le médecin qui entame la conversation. Alors,
Moi, je parle aussi de moi-même. Donc, moi, j'ai pas toujours l'habitude de demander cette question à mes patientes. Alors, je pense qu'il va falloir que, que ce soit du côté des médecins, des professionnels de la santé, parce que ça peut être aussi pas le médecin seulement, ça peut être aussi l'éducatrice agréée, donc qui vous voit, que ce soit une infirmière ou nutritionniste parfois, qui font ce type de travail aussi dans les cliniques multidisciplinaires. Donc, il faut en parler, que ce soit au médecin ou à un professionnel de la santé. Initier la conversation. Les professionnels de la santé doivent être un peu plus sensibles et vraiment essayer d'entamer cette conversation et aussi les femmes doivent le faire. Puis, une fois que vous en parlez à votre médecin, aussi comme chez les hommes, il y en a des analyses sanguines pour éliminer les causes secondaires, donc tant pour les femmes que pour les hommes donc, pour les hommes que pour les femmes. On a aussi la glande hypophyse qui sécrète les hormones qui vont aller vers les ovaires pour régler la sécrétion de l'estrogène et du progestérone. Et aussi, on peut avoir des petites tumeurs qui impactent ça, ou bien au niveau des ovaires, on peut avoir aussi d'autres problèmes qui pourraient diminuer la sécrétion normale des hormones. Donc, des bilans sanguins sont importants aussi pour commencer. Alors, malheureusement, même si on a mis en place, essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi le trouble du désir sexuel hypoactif, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on fait le bilan, là, on s'entend, on a fait le bilan sanguin, on n'a pas trouvé de cause secondaire ou bien de cause qui explique le trouble du désir sexuel au niveau hormonal. Là, il va falloir aller vers certaines thérapies. Puis celle la plus utilisée et la plus connue avec certaines efficacités, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a aussi la thérapie sexuelle et aussi des lubrifiants vaginaux qui pourraient aussi aider. Donc, ça dépend de la cause. S'il y a plus de sécheresse, il y a plus au niveau vaginal, disons. Puis, pour la thérapie cognitivo-comportementale, donc soit c'est surtout dans des cliniques de santé sexuelle qu'on peut aller vers ces cliniques ou des psychothérapeutes qui sont un peu sous-spécialisés dans les troubles sexuels, les consulter. Et d'habitude, quand même, il y en a des résultats positifs. Donc, si on regarde la littérature, quand même, c'est une méthode qui pourrait aider beaucoup une femme avec ce trouble. En tant que médicament, on en a la flibansérin. C'est un médicament oral qui se prend. Donc, c'est un petit peu, si vous regardez aussi dans la média et tout ça, c'est un peu le Viagra féminin. Malheureusement, c'est pas couvert par la RAMQ, mais aussi, c'est pas très efficace comme médicament, puis c'est très, très coûteux. Donc, l'utilisation n'est pas très optimale. Il y a l'autre médicament aussi qui n'est pas, le Bremelanotide, qui n'est pas, en fait, au Canada, c'est pas disponible. Donc, d'autres médicaments qui sont en fait utilisés, ce qu'on appelle off-label ou hors indication. Donc, ils sont indiqués pour d'autres raisons, mais qui ont démontré quand même un certain bénéfice chez les femmes qui souffrent d'un trouble du désir sexuel hypoactif. Il y en a le bupropion qui est en fait utilisé parfois surtout pour la dépression ou l'anxiété. Et ça a démontré que ça pourrait aider avec le trouble du désir sexuel hypoactif. L'autre médicament aussi, c'est la buspirone. Il y a certaines études qui démontrent qu'une petite dose de testostérone pourrait être utilisée chez les femmes ménopausées et ça peut aider. Mais il faut savoir aussi si on va essayer, si on va faire cette thérapie, il doit y avoir aussi parfois des effets secondaires à la testostérone comme la poussée de poils et tout ça. Donc, c'est vraiment à discuter avec la patiente et voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux pour elle. Mais la testostérone, c'est vraiment chez les femmes ménopausées. Alors, on passe au quatrième, en fait, point sur notre agenda et qui est aussi intéressant que les autres. Et c'est vraiment comment les hormones affectent-elles le diabète. Alors, on va passer un petit peu au cycle menstruel. Comme vous le savez, chez les hommes, il n'y en a pas vraiment de fluctuations hormonales assez importantes pour avoir un impact sur leur diabète. Alors que les femmes, c'est différent parce qu'il y en a des différences de sécrétion hormonale sexuelle à travers le cycle menstruel. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, il va falloir qu'on revoie un petit peu c'est quoi le cycle hormonal pour
mieux comprendre son impact sur, en fait, le contrôle du diabète. Alors, si vous regardez, là, c'est vraiment ce qui est en bleu, le cadre bleu, l'encadré bleu. C'est vraiment les jours de menstruation. Donc, le jour 1, c'est d'habitude le premier jour de menstruation. Et vous voyez, donc ça, quand on a les menstruations, on a des valeurs d'estradiol qui commencent à monter tranquillement. Et en haut, c'est les FSH, LH. Ça, c'est les hormones sécrétées par l'hypophyse. Donc, on a une FSH aussi. Mais on voit que vraiment vers l'ovulation, on a une augmentation, on appelle ça comme un pic de LH. Et ce pic de LH est responsable de l'augmentation de l'estradiol aussi, de l'estrogène qui se trouve. Et c'est ça qui va provoquer un petit peu l'ovulation. Avec l'ovulation, on a la progestérone qui est à bord maintenant et qui va augmenter beaucoup. Et c'est l'hormone la plus responsable de la résistance à l'insuline. Donc, c'est l'hormone qui fait monter la glycémie ou les besoins en insuline dans la période prémenstruelle. D'habitude, ça dépend des personnes, mais ça peut aller entre la semaine d'avant ou même 10 jours avant les menstruations. Donc, ça, c'est la phase. Alors, ce qui arrive, alors, pendant la phase avant les menstruations, on a des besoins d'insuline qui sont plus élevés, on a des augmentations des besoins et la résistance à l'insuline. Puis, une fois qu'on a les menstruations, dans les 2, 3 jours après les menstruations, pendant les menstruations, on a une baisse, en fait, des estrogènes et de progestérone. Et ceci peut augmenter la sensibilité à l'insuline. Donc, on revient vers un peu nos niveaux d'avant d'insuline. Alors, c'est quoi l'impact? L'effet, donc là, ça, on a donné des généralités, mais ça se peut que c'est très différent d'une personne à l'autre. Donc, aussi, chaque personne doit vraiment suivre son rythme et voir ce qui arrive pendant le cycle menstruel. On sait que l'effet peut être variable. Comme on a dit, généralement, des hyperglycémies 3 à 5 jours avant les règles. La glycémie revient à la normale quelques jours après. Et en diabète de type 1, la fluctuation plus importante de la glycémie à jeun juste avant le début des règles. Et il y a, comme on a dit, la diminution brusque de la glycémie au cours des premiers jours des règles. Alors, comment faire en fait pour ajustement de la dose d'insuline en fonction de vos règles? Le syndrome, vous connaissez un peu le syndrome prémenstruel, donc comptez avec précision tout apport supplémentaire en glucides parce que l'on sait que pendant le syndrome prémenstruel, on a vraiment une augmentation de l'appétit et on a souvent parfois une tendance à prendre plus de collations. Et ceci peut en fait augmenter nos glycémies par la suite. Alors, on a aussi les besoins en insuline. Les estimations, c'est que nos besoins augmentent par 10 à 15% quelques jours avant les règles. Souvent, les personnes vont soit augmenter leur dose d'insuline basale, donc c'est les injections par exemple, ou si on est avec un système de pompe à insuline, surtout quand c'est la pompe à mode manuel et pas le système automatisé quand même est supposé d'auto-ajuster pendant ces périodes d'augmentation de besoin en insuline. Mais ce qu'on retrouve, c'est à peu près une augmentation de 10 à 15% qui pourrait, par exemple, dans les pompes qui sont de mode manuel, on peut avoir un profil qui est temporaire ou bien un profil qu'on appelle prémenstruation que les personnes peuvent utiliser aussi. Donc, on augmente les doses d'insuline 4 à 5 jours avant les règles, une fois que la glycémie augmente. Et pour donc ce qu'on vient aussi de discuter ensemble, parfois le bolus peut être aussi affecté et on a besoin d'ajuster nos ratios de glucides et revenir une fois que les règles sont déclenchées. Alors, que se passe-t-il pendant la périménopause et la ménopause? Donc, on a parlé un petit peu pendant le cycle menstruel et là, on va passer un petit peu à aborder la transition vers la ménopause chez les femmes. Si vous demandez au niveau,
pour les hommes, donc ce qui arrive, c'est que on peut aussi, vous allez entendre parler du mot andropause chez les hommes, et puis c'est vraiment la baisse de testostérone avec l'âge. La baisse est tellement lente et pas comme assez brusque qui peut arriver parfois avec les femmes. Donc c'est pourquoi il y en a. Donc si on regarde vraiment les données, on a trouvé vraiment que la testostérone comme telle peut avoir un impact important sur la glycémie. Donc, c'est différent des estrogènes et progestérone qui peuvent avoir des impacts assez importants. Dans ce sens-là, donc, même si les hommes vont voir diminuer un peu leur testostérone, souvent, ça n'a pas d'impact direct, on va dire, sur le contrôle de leur glycémie. Mais avec les femmes, donc, comme on voit, il y a quand même des ajustements à faire et à prévoir. Donc, je vous conseille d'aller voir ce site, donc ménopauseindue.ca. Donc, c'est canadien et vous voyez là, il y en a l'option français. Donc, quand même, vraiment, c'est un site qui est très utile. Puis, il y en a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'explications autour de la ménopause. C'est pas fait nécessairement pour les femmes qui vivent avec le diabète, mais en général, ça peut aider aussi à clarifier beaucoup de choses et des changements au niveau du corps de la femme pendant cette transition et l'impact sur son diabète. Donc, on a en fait trois épisodes ou bien trois phases là, dans la vie d'une femme. Là, il y a la préménopause. Souvent, c'est des changements peu notables sur les hormones, mais les hormones commencent à changer progressivement. Puis, on a la période de périménopause. Et là, c'est vraiment, c'est dans les quarantaines, ça commence. C'est très variable d'une personne à l'autre. Les menstruations deviennent un peu irrégulières, gain de poids, humeur. Et après, on a la ménopause qui est en âge moyen à 51 ans. Et aussi, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Et la façon dont on définit la ménopause, c'est vraiment avoir 12 mois consécutifs sans aucune menstruation pour dire que la femme est maintenant ménopausée. Alors, c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles. Disons, si on parle aussi de la périménopause, donc quand on a les menstruations un peu régulières, on peut prévoir, comme on a dit, ces changements qu'on doit ajouter avant en prémenstruation. Mais quand les menstruations deviennent irrégulières, tous ces changements aussi, ça peut être un peu plus difficile. Et ça rend l'ajustement un peu difficile pour les femmes pendant la périménopause. Aussi, c'est un aspect aussi qu'on peut voir chez les femmes qui sont plus jeunes, mais qui vivent avec ce qu'on appelle le SOPK, donc le syndrome d'ovaire polykystique, parce que parfois aussi les menstruations ne sont pas régulières chez ces femmes. Alors vraiment, vous regardez là, si on définit la ménopause donc il y en a quand même des petites nuances à comprendre. Donc si la ménopause arrive en bas de 45 ans, on appelle ça ménopause précoce. Si elle arrive en bas de 40 ans, là, on est dans une autre catégorie qui s'appelle insuffisance ovarienne primaire et ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre aussi avec le médecin. Alors pendant cette vraiment transition entre périménopause puis ménopause, il y a la perte des follicules ovariennes, la diminution de la sécrétion des hormones et la synchronisation en fait entre les hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse et les ovaires. Donc la perte des cycles menstruels qui vont s'installer, les bouffées de chaleur, donc ça c'est les symptômes vasomoteurs, l'atrophie urogénitale, des maladies cardiovasculaires qui peuvent augmenter le risque des maladies cardiovasculaires augmente en passant de la périménopause vers la ménopause. Et en fait, la santé osseuse est aussi impactée par ces changements. Alors, diabète et ménopause, il faut savoir les cycles menstruels irréguliers avec fluctuations dont on a parlé, ça devient plus difficile. L'autosurveillance fréquente pour évaluer l'impact, augmenter les doses d'insuline ou renforcer le traitement PRN, donc renforcer les avantages. Donc, ça reste des conseils aussi généraux, que ce soit en diabète ou non, pour une personne qui vit avec diabète ou non, mais qui peuvent aider avec cette période de transition dans la vie de la femme. C'est toujours l'activité physique qui est très, très importante et le style de vie, donc une alimentation très saine qui peut aider aussi à travers toute cette transition. Alors, ce qu'on trouve en postménopause, en fait, la dose totale quotidienne de l'insuline, souvent, elle est en diminution. Donc, et ça, c'est souvent vraiment à cause de la baisse dans l'insuline basale. On ne trouve pas autant de changements au niveau des ratios de glucides. Donc, c'est vraiment la basale qui diminue après la ménopause.
La dose des bonus reste pas mal stable. L'hémoglobine glyquée, l'IMC, l'hypoglycémie sévère, c'est des choses qui sont pas tellement impactées. Alors, ajustement de l'insuline sous hormonothérapie. D'habitude, c'est souvent après la ménopause qu'on commence. Si les symptômes, l'indication de commencer de l'hormonothérapie, c'est vraiment les symptômes vasomoteurs qui sont très, très importants ou des troubles de l'humeur associés. Donc, ils ont un certain avantage parce que là, avec l'hormonothérapie, on peut avoir un petit peu, il y en a deux types, il y en a le cyclique ou bien il y en a le continu. Et ça, avec le cyclique de l'hormonothérapie prise en périménopause ou en ménopause, on peut avoir de nouveau la possibilité de prédire l'effet des hormones sur, parce que ça va un petit peu mimer ou bien ça, c'est ressemblable à ce que au cycle qu'on vient de revoir ensemble au niveau des hormones et on essaie de reproduire la même chose avec les pilules d'hormonothérapie, que ce soit en continu ou bien en phase et aussi prévoir donc le changement, la résistance à l'insuline quand c'est la pilule de progestérone qui est utilisée pendant le cycle. Alors, il faut ne pas jamais oublier que avec cette transition vers la ménopause, on augmente les risques cardiovasculaires. Donc, très, très important de contrôler tout autre facteur de risque. Donc, la pression artérielle, la fonction des reins, le tabagisme, l'excès d'alcool. Donc, tous les facteurs qui pourraient avoir un impact. N'oubliez pas donc les autres problèmes de santé, la densité minérale osseuse. Il faut à partir de 65 ans, on peut commencer à dépister la densité des os, les mammographies, comme on l'a dit, la tension artérielle, le cholestérol, le mode de bruit. Donc, en résumé, le dysfonctionnement sexuel est fréquent chez les personnes qui vivent avec le diabète et aussi dans la population générale, mais aussi surtout avec le diabète. Et les hormones, donc chez les hommes, c'est soit la diminution de la testostérone, on doit investir, trouver les raisons, puis être traité par la suite, ou des problèmes de dysfonction érectile. Chez les femmes, c'est vraiment au niveau de désir, excitation, orgasme et douleur, donc dyspareunie. Donc, ces quatre phases, il faut voir. Euh, non, j'ai perdu. Allô? Tu peux juste regarder, aller sur la slide de la fin, Nadine, je sais pas trop Ok, si. ça c'est fait. Ok, parfait. Donc, vraiment, les défis liés à la périménopause, ménopause, comme on l'a discuté, et n'oubliez pas le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, je laisse la parole à Sarah pour voir si vous avez des questions pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup Nadine pour cette belle présentation. On a un petit peu dépassé l'heure déjà, alors je vais adresser quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le QR du Zoom. Je vais les donner à Nadine au fur et à mesure. La première que j'ai, Nadine, c'est une question qui dit que, étant donné les fluctuations tu sais, de la glycémie avec le cycle menstruel, est-ce qu'il y a une méthode de contraception en fait qui permet de réduire ces fluctuations-là? Oui, donc on avait parfois ce qu'on peut avoir, il y a une certaine, donc disons par exemple les contraceptions progestatives, par exemple comme le Mirena, le stérilet qui a le progestérone dedans, ça peut régler, donc ça c'est comme ça va comme un petit peu aplatir les hormones. Ou bien on peut avoir aussi les pilules en continu, donc ça dépend de la méthode, soit la méthode de contraception cyclique. Avec la cyclique, il va falloir quand même prévoir les changements. Mais quand c'est la méthode de contraception continue, on n'a pas besoin vraiment de... Ça aide dans ce sens. Parfait. Fait que le but, c'est d'en parler avec le médecin et de voir s'il y a une contraception Exactement. pour ça. Parfait. Merci Nadine pour cette réponse. J'ai une question. En fait, je ne sais pas vraiment si c'est une question qui dit référence de médecin en privé pour une hormonothérapie. C'est Euh, pas, pour hormonothérapie, ça peut être fait avec le médecin traitant, là, l'endocrinologue ou le médecin de famille aussi pourrait prescrire ce type de médicaments. Mais par contre, pour, disons, la thérapie cognitivo-comportementale ou bien pour les cliniques la dysfonction sexuelle et tout ça, ça, c'est des cliniques, parfois, on a besoin de faire des références. Il y en a quelques-uns en privé et certains, peut-être, je connais pas à quel point c'est facile de trouver des visites avec des cliniques qui sont sous la RAMQ.
comme les visites, mais en privé, il y en a aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ça. Et j'ai une autre question ici, de savoir si les injections de testostérone pour les hommes sont remboursées par la RAMQ. Oui, tout à fait. Il va falloir juste prouver qu'il y a un manque dans les prises de sang. Et là, on peut prescrire, le médecin peut les prescrire et c'est couvert, que ce soit par la RAMQ ou les assurances. Parfait. Merci beaucoup, Nadine. C'était vraiment une présentation qui abordait beaucoup de non-dits ou de tabous, disons. J'espère que ça aura apporté des réponses à beaucoup d'entre vous ou au-delà de réponses, juste de l'information de façon large pour savoir comment réagir s'il y a quoi que ce soit qui se présente. Alors, on ne peut pas encore dire ce que vous allez avoir comme présentation pour le mois de novembre. En fait, on a préparé une présentation qui sera ouverte à tout le monde pour la Journée mondiale du diabète. Donc, cette présentation aura lieu le 14 novembre. Vous pouvez déjà réserver votre soirée si ça vous tente de vous joindre à nous. Et vous allez en savoir plus et le thème de la présentation va être révélé le 1er novembre. Donc, suivez-nous. Vous êtes peut-être déjà abonné à notre infolettre et on va vous en dire plus bien vite. Voilà. Merci encore, Nadine, d'être venue avec nous Merci à vous. aujourd'hui. Bye bye. Ouais. Bonne journée à tous. Merci à